et me voilà devant un banal hélicoptère et il n'y a même pas de quoi manger. Ce n'est pas un banal hélicoptère, c'est Airwolf. J'ai un boulot pour vous. J'en ai déjà un. $1 million. La moitié maintenant, le reste à la livraison. La livraison de quoi? Airwolf. Vous êtes fou, docteur. Pas vraiment, mais je m'ennuie. Ce dernier offre 14 possibilités de puissance de feu, depuis le canon de 30 jusqu'au missile nucléaire, à tête chercheuse. Dans la vie, il y a des séries qui vieillissent avec élégance et il y a Supercopter. Série culte des années 80, adorée pour son hélicoptère supersonique et sa musique mythique, elle promettait action et dépaysement. Mais que vaut réellement son épisode pilote aujourd'hui? J'ai pris mon courage à deux mains, remonté mon slip et replongé dans ce premier épisode pour découvrir que la nostalgie peut parfois être une très mauvaise conseillère. Bon, on ne va pas se mentir, attaquer un morceau comme Supercopter, ça me file une légère angoisse. Il faut dire qu'après le calvaire qu'a été de revoir le premier épisode de Manimal, j'avoue avancer à reculons, les mains tremblantes et le regard vide. Mais qu'est-ce que t'as piétante? T'as les foies! Mais voilà, j'aime le challenge et j'aime me faire du mal. Surtout quand je sais qu'au fond de toi, auditeur pervers, tu prends un malin plaisir à me voir souffrir pour ton divertissement. Alors, ne perdons pas plus de temps à se renifler le derrière. Vous demande pardon? Oui, c'est une expression canine. Et lubrique aussi. Tout ce qu'on aime, des chiens et du cul. Non, pas le cul des chiens. Bon, tu m'as compris. Non, pas vraiment. Bref, partons à la découverte de cette série où un hélicoptère est manifestement plus charismatique que la moitié du casting. Mais avant toute chose, remettons Supercopter dans son contexte. La série a été créée par Donald P. Bellisario. Le nom ne te dit peut-être rien, et pourtant il est le producteur de tout un tas de séries cultes, comme Code Quantum, NCIS, JAG, Magnum ou encore Battlestar Galactica. Pas mal comme CV tout de même. Autant dire que le type a plus façonné la télévision américaine que la moitié des producteurs Netflix réunis autour d'un paperboard. C'est donc ce même Bellisario qui pilote le projet Supercopter, série d'action militaro-techno-fantastique typiquement 80s. Alors de quoi ça parle? Accroche-toi bien à ton manche ou cyclique. Oui, on apprend du vocabulaire en lien avec le sujet ici. Stringfellow Hawk, ancien pilote de l'US Air Force et vétéran de la guerre du Vietnam, rejoint une agence gouvernementale secrète qui détient un hélicoptère de combat unique en son genre. Aidé par son ami Santini, il mène pour son nouvel employeur des missions secrètes et périlleuses, tout en espérant pouvoir retrouver son frère disparu. On a droit ici à un homme taciturne, mais espiègle, on le verra plus tard. Un traumatisme de guerre, une machine surarmée, un gouvernement pas très net, bref, tous les ingrédients sont là. Il ne manque plus qu'un synthétiseur, et spoiler alerte, il est bien présent. Diffusé entre 1984 et 1987 sur CBS, puis brièvement sur USA Network pour sa dernière saison, Supercopter débarque en France en 1986 sur la 5. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais la série a été diffusée au sein de l'émission À fond la caisse, aux côtés de séries comme Tonnerre Mécanique, K2000 et Chips. Personnellement, je me souviens avoir vu Supercopter, mais pas dans le cadre de cette émission car j'étais bien trop petit. Quoi qu'il en soit, avec un nom pareil, l'émission était prédestinée pour la série. Et au vu de son titre, on sent déjà tout un projet éditorial derrière. Ici, on ne vise pas la subtilité, ni l'ouverture d'esprit. On vise le moteur qui vrombit, la baston virile, les poursuites inutiles et la sueur de mâle alpha. Je suis un mâle alpha! Ta gueule! Clairement, on est face à un formatage assumé.
De la télévision pensée pour forger une génération de vrais mecs. Ceux qui sentent le cambouis, qui parlent peu mais tapent fort, et qui considèrent qu'un bon générique doit contenir au minimum une explosion toutes les 3 secondes. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Et pourtant, gamin, c'était le rêve absolu, le programme parfait pour une fin d'après-midi ou un début de soirée. Carrément ma gueule, il en faudrait plus des programmes comme ça aujourd'hui, avec de la baston, des bagnoles et des petites meufs bien bonasses partout. Il y en a plus des séries comme ça, ou alors ils nous collent toujours des histoires de tarlous. Hop hop hop, on se détend sac à merde le péniste. Entre nous, Jean-Clément, je préfère quand tu me parles de tes histoires de cul avec ta cousine, ou du pare-choc, pas de ta cousine, mais de ta voiture tunée. Je te laisse vaquer à tes occupations de décérébré consanguin et je reprends s'il te plaît. Donc, si tu as grandi dans les années 80, tu dois te rappeler de ces débuts de soirée en compagnie de tes héros préférés. Michael Knight, Jesse Mack, John et Ponch, les frères Duke, Springfellow Hawk et encore bien d'autres. Tu devais attendre avec impatience la fin de la journée, de rentrer de l'école, prendre ton goûter, bâcler tes devoirs pour ainsi avoir droit de regarder à 19h30 pétante ta série badass du soir. Le tout sous la menace constante que tes parents coupent l'épisode pour regarder le journal de 20h. Oh non, quelle horreur. Ah, une époque bien cruelle. Allez, tant pis, je vais sortir la carte nostalgie. Ce rapport à la série télé, on ne le vit plus vraiment aujourd'hui. Désormais, on consomme les séries à la pelletée, comme des chips industriels, épisode après épisode, saison après saison, jusqu'à l'indigestion. Alors, attention, je ne dis pas que je ne binge-watch pas non plus des séries, mais ce temps où on attendait impatiemment le lendemain ou la semaine suivante pour voir un nouvel épisode, ce rendez-vous imposé me manque parfois. Bon, soyons honnêtes, les chaînes nous prenaient souvent pour des cons à nous diffuser inlassablement les mêmes épisodes. Et oui, je fais partie de ceux qui ont cru que Manimal se composait de plusieurs saisons. Ce n'est pas le cas ? Eh bien non, petit chenapan. Ils nous ont tous fourvoyés, car la série se compose uniquement de 8 épisodes. Et sans se mentir, 8 épisodes de merde. Je ne crois pas à ces tirs. Tu ne me crois pas ? Je t'invite à revivre avec moi le pilote de la série. Tu trouveras l'épisode de podcast sur toutes les bonnes plateformes. Je t'invite à aller l'écouter. Enfin, après celui-ci. Bon, tout ça pour dire qu'entre les rediffusions à la pelle, les épisodes diffusés dans le désordre et les épisodes jamais diffusés, il y avait aussi du moins bon à l'époque. Donc ne me fais pas passer pour le sinistre petit bonhomme qui dit « c'était mieux avant ». Il y a certainement du bon dans chaque époque. Mais c'était quand même pas mal avant. Tu m'étonnes. Et bien justement, allons voir si c'est vraiment le cas. Arrêtons les tergiversations et découvrons ensemble si le premier épisode de Supercopter, série culte pour toute une génération, vaut vraiment le coup. Est-ce que la série a bien vieilli ? Est-ce que le pilote tient encore la route ? Ou est-ce que la nostalgie fait encore une fois office de filtre bienveillant ? Pour le savoir, monte à bord du Supercopter, attache ta ceinture, remonte toi aussi ton slip, car ça va aller vite, très vite. L'épisode s'ouvre dans le désert californien. La caméra enchaîne les plans entre un iguane qui se balade tranquillou, des types casqués qui s'agitent, et ce qui ressemble vaguement à un hélicoptère militaire. Pour l'instant, rien n'est clairement expliqué. On est dans le flou artistique, mais t'inquiète paupiette, quelle expression de merde, on va tout comprendre, j'en suis certain. Il faut attendre 1 minute et 45 secondes pour que retentisse enfin le générique culte de Supercopter. Mais arrêtez, on l'a déjà entendu celle-là. Et là, on ne va pas se mentir, ça fait quelque chose. La musique démarre, les nappes de synthé montent, et sans prévenir, tu es de retour en enfance. Qu'on le veuille ou non, l'effet nostalgie fonctionne immédiatement, et ce, même si tu essaies de résister. Bordel, ça fout les poils. Oh, que d'émotion! Il est que 8h du matin! Pendant que la musique monte, la caméra dévoile enfin la star du show, Airwolf, alias Supercopter. Et il faut le reconnaître, il a de la gueule avec son profil agressif, sa peinture sombre et son allure de prédateur. Encore aujourd'hui, l'hélicoptère impose un certain respect. Direction ensuite la base secrète d'où proviennent les ordres. On y fait la connaissance de Michael, plus connu sous le nom d'Archangel, le grand Manitou de l'opération Airwolf. Accompagné de son assistante, il s'apprête à présenter Airwolf à un sénateur venu admirer les derniers joujoux de l'armée américaine. On apprend qu'Airwolf peut dépasser la vitesse du son, qu'il est bardé d'armes et qu'il peut raser des postes avancés soviétiques sans sourciller. Guerre froide oblige, on ne tourne pas autour du pot.
L'ennemi est clairement désigné, et il a un accent russe. Les enfoirés de Russes. Pas le temps de discuter, ils sont là pour tester l'appareil. Les synthés 80s accompagnent la démonstration, et malgré des effets spéciaux un peu cheap par moment, l'ensemble tient assez la route. Ça vole, ça tire, ça impressionne le sénateur, bref, mission accomplie. Enfin, jusqu'au drame. Et là, c'est le drame. Car retournement de situation avec l'un des pilotes qui semble avoir une dent contre le sénateur. Et plutôt que de se contenter d'un regard noir ou d'un courrier recommandé, il décide de régler ça à l'ancienne. Il ouvre donc le feu sur tout le monde. La base explose dans un joyeux chaos pyrotechnique et Airwolf se fait la malle en laissant derrière lui un champ de ruines. Le résultat est sans appel. Fin de la démonstration, fin de la base, tout est détruit. Tout ? Peut-être pas. Car au milieu de ce carnage, l'iguane du début, témoin muet du massacre, est là, choqué devant l'ampleur de la destruction. Enfin, autant choqué qu'un iguane peut l'être. Ellipse temporelle. 3 mois ont passé depuis que la base militaire s'est fait raser et nous changeons complètement d'ambiance. Nous voilà au bord d'un lac, quelque part dans un coin paumé américain, mais visiblement très photogénique. Sur une jetée, un homme joue tranquillement du violoncelle, les cheveux au vent, pendant qu'un aigle royal plane majestueusement au-dessus de lui. Non, je te rassure, ce n'est pas une pub pour du parfum hors de prix. On est toujours dans Supercopter. Ah bon ? Cet homme, c'est Springfellow Hawk, notre héros. Et la série nous le présente sans aucune ambiguïté sur ses facultés de héros. Hawk n'est pas un simple pilote, c'est un artiste, un poète, un type torturé qui vit en harmonie avec la nature, la musique classique et les animaux sauvages. Il joue du violoncelle comme d'autres astiquent leurs flingues. Oui, on est quand même aux States, hein. NRA Power. C'est alors qu'avant nous, il entend un hélicoptère débarquer, comme si la série voulait nous montrer que ce gars n'est pas un rigolo. Il connaît son affaire en hélicoptère, et comme si ses oreilles étaient directement connectées au rotor, il entend l'engin bien avant n'importe qui. L'hélicoptère se pose, et qui en descend, à ton avis ? Qui ? Archangel. Il est tout de blanc vêtu, accompagné d'une jeune femme prénommée Gabrielle, elle aussi engoncée dans une combinaison blanche immaculée. Alors, je ne suis pas styliste, mais débarquer en blanc depuis un hélicoptère qui soulève poussière, sable et gravillon, ça me paraît être un choix assez discutable. Mais bon, chacun ses combats. C'est certainement mon côté Monica Geller qui ressort. T'aurais pas un seau avec de la lessive et une éponge, Monica? Oh, si, j'ai de la lessive, des éponges, des chiffons, et j'ai aussi de la cire spéciale voiture. Et j'ai même une peau de chamois. Et t'as pourtant pas de voiture, toi? Je sais, mais un jour, il y en avait une super sale garée devant l'immeuble, et j'ai eu envie de la laver. Et j'en ai lavé 6 autres. Ah oui, bien sûr. Archangel est là pour recruter Hawk, afin que celui-ci l'aide à retrouver Airwolf, disparu depuis l'attaque de la base. Sauf que Hawk, lui, n'en a visiblement rien à carrer. Le type est en mode ermite contemplatif et préfère clairement aller pêcher plutôt que replonger dans les magouilles gouvernementales. Mais entre deux échanges, quelque chose d'autre se joue à l'écran. Une tension sexuelle. C'est pas trop tôt. Car entre Hawk et Gabrielle, l'ambiance est, comment dire, chargée. Je dirais même chaude. Les regards durent un peu trop longtemps, les silences sont un peu trop appuyés, et la caméra insiste exactement là où il faut. J'ouvre les paris, il l'emballe avant la fin de l'épisode. Pari tenu. Changement brutal de décor. La série nous téléporte dans un palais à Kafir, en Libye. Oui, en Libye. Parce que dans les années 80, dès qu'il fallait désigner un coin du monde vaguement hostile, on pointait le Moyen-Orient sans trop se poser de questions. C'est d'ailleurs toujours un peu le cas, cela dit. Donc ici, pas de nuance géopolitique, on est chez les méchants, un point c'est tout. On y retrouve le docteur Moffat, le pilote traître aperçu au début de l'épisode, et désormais grand antagoniste officiel. Et la série ne perd pas une seconde pour nous faire comprendre que le type est un sacré connard. En effet, le mec se fait tellement chier qu'il passe son temps à maltraiter ses acolytes. Son arrogance est telle qu'elle ferait passer Jordan Belfort, le loup de Wall Street, pour un gentil toutou. Oh, mais quel connard ce type! Narrativement, le message est limpide. Subtil, pas du tout, mais limpide. Cet homme est dangereux, cet homme est instable, cet homme doit être stoppé. Et ça tombe bien, car on sait qui va le stopper. Et donc du coup, on retourne au chalet montagnard de Springfellow, Hawk, notre héros,
où nos deux personnages tout de blanc vêtus, Arcangel et Gabriel, se sont littéralement tapés l'incruste. Ils tentent de convaincre Hawk de reprendre du service et de les aider donc à récupérer Airwolf, mais en vain. Hawk campe sur ses positions. Enfin, il a une seule condition, retrouver son frère disparu. Et face à ce refus, Gabriel lâche une phrase d'une délicatesse rare. Il n'a pas assez de couilles pour cette mission. Ah, elle n'aime pas les fragiles, la bougresse, elle veut du mal et du vrai. Arcangel pourtant s'empresse de contredire cette affirmation, ce qui a le don de faire briller les yeux de la belle. Et la coquine, elle ne perd pas de temps. Une fois Arcangel est endormi, elle décide de monter dans la chambre de Hawk. Ah, voilà la petite coquine. Sauf que Hawk, il veille. Il a parfaitement compris le manège de la Miss. Et ce qui suit n'est pas une romance, mais le début d'une relation profondément malsaine, faite de tensions sexuelles, de manipulations, d'insultes et de rapports de force. Et le summum est atteint lorsque Hawk traite Gabriel de pute. Oui, dès le premier soir. Bravo mec, quelle classe. Ah, I am a gentleman, hein. Excuse me. Bon, certes, on ne lui fait pas à l'envers, mais un peu de tenue, mec. Sois un gentleman, on dirait l'autre empaffé de Jonathan Chase dans Manimal. Ce qui, dans ma bouche, n'est clairement pas un compliment. Le lendemain, Arcangel dévoile à Gabriel le passé tragique de Hawk. Et là, on déroule la checklist du héros maudit. Parent mort dans un accident de barque alors qu'il avait 2 ans. Fiancé décédé dans un accident de voiture. Frère porté disparu au Vietnam. En résumé, Hawk, c'est Joe Lapoisse. Tu n'as pas de chance, camarade. Arcangel explique donc à Gabriel que si Hawk est aussi froid, agressif et socialement dysfonctionnel, ce n'est pas de sa faute. En fait, c'est la guerre, la faute a pas de chance, le destin. Bref, c'est la vie. Nouvelle scène, nouveau décor, un plateau de tournage. On y retrouve Hawk et surtout on fait la connaissance d'un personnage clé de la série. Il s'agit de Dominique Santini, vieil ami et futur copilote de notre héros. Alors petit aparté mérité, Dom est incarné par Ernest Borgnine, monument du cinéma américain actif des années 50 aux années 2000. Un de ces acteurs à la tronche immédiatement reconnaissable, capable d'imposer une présence rien qu'en levant un sourcil. Nous, Français, avons notamment été marqués par son doubleur, aka Henry Djanik, et sa voix rocailleuse si reconnaissable. En effet, il était les voix de Freddy Krueger, Bourriquet, Kojak, Barracuda, ou encore de nombreuses voix dans Les Chevaliers du Zodiaque. Quelle maison sinistre, idéale pour un vieil âne tout aussi sinistre. Bref, une voix qui sent bon les soirées télé et la nostalgie. Revenons à notre épisode avec une scène qui n'est pas d'un intérêt fou. Elle sert essentiellement à nous rappeler une chose, Hawk est un putain de bon pilote et il le prouve assez facilement. Il maîtrise l'hélicoptère comme d'autres jonglent avec des bolasses. Saleté de hippie. Oh, des hippies! Des hippies! Il y en a partout! Ils veulent sauver la Terre, mais ils font que fumer des joints hippies! Au secours! Sur le chemin du retour vers le chalet, Hawk parvient à convaincre Dom de l'accompagner pour la mission en Libye. Enfin, convaincre est un bien grand mot. Disons que Dom accepte parce que c'est son pote et qu'il fallait un personnage secondaire dans la série. Une fois rentré chez lui, Hawk découvre que sa collection d'œuvres d'art a disparu. On comprend vite que la CIA lui fait du chantage et par conséquent use de tous les moyens pour l'enrôler. Retour en Libye, et histoire d'être bien sûr que tu aies compris que le docteur Moffat est un méchant, le méchant, la série en rajoute une couche. Ici, on apprend que notre antagoniste est prêt à tuer pour obtenir les faveurs d'une femme, une danseuse plus précisément. Et une danseuse qui a manifestement le don de le rendre tout dur de partout. Là, je suis dur partout. Je suis dur partout, là. Il décide donc de la négocier autour d'une table avec les Libyens. Et oui, les femmes se monnaient contre quelques vils méfaits de guerre. Ah, les années 80. Femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins, ayant... Toi, la ferme! Changement d'ambiance. On retrouve Hawk et Gabriel sur une barque, en pleine session pêche. Gabriel lui apprend que la fameuse danseuse se nomme Angela, et qu'elle est en réalité une agent de la CIA infiltrée. S'ensuit un repas en tête-à-tête, d'un malaise absolu. Une scène gênante, longue, pénible, où Hawk se comporte comme un connard de première avec son invité. La palme du mec le plus désagréable lui revient sans problème. À ce stade, on se demande sérieusement s'il n'existe pas un club fermé des héros misogynes des séries des années 80, avec l'autre truffe de Jonathan Chase de Manimal comme trésorier.
Les scénaristes, visiblement très inspirés, se font plaisir avec des dialogues d'une vacuité intersidérale sur les goûts alimentaires de Gabriel. Bref, on s'en fout, mais alors d'une force. Mais on s'en fout! La scène se conclut de la plus élégante des manières avec le chien de Hawk qui renifle sous la jupe de Gabriel. Bon, on ne sent pas le cul des filles. Et Hawk trouve ça drôle. Le mec se marre, il a 13 ans d'âge mental. Et sans transition, la scène suivante nous gratifie d'une belle explosion. Soit il y avait du budget, soit la production a joyeusement recyclé des images issues d'un autre projet. Quoi qu'il en soit, le rendu est plutôt convaincant pour une série qui a désormais plus de 40 ans. Et derrière ce joyeux chaos se cache évidemment ce bon vieux docteur Moffett. De retour au chalet, on enchaîne les scènes, c'est fou. Ambiance radicalement opposée, avec notre héros qui s'adonne à son activité favorite, à savoir jouer du violoncelle en plein air comme si de rien n'était. Mais il n'est pas seul, Gabriel est là, il lui joue la sérénade et elle applaudit de tout son être. La meuf ne lui tient absolument pas rigueur de son comportement exécrable de la veille. Non mais moi je te dis qu'à sa place, je l'aurais démembré, puis j'aurais joué du violoncelle avec son torse façon Une nuit en enfer. Je sais pas si t'as la ref, en tout cas si tu ne l'as pas, va voir ce film. Amenez-vous les mordus de la chatte. Ici au Titi Twister, on écrase les prix sur la chatte. Mais bon, chacun sa gestion des relations toxiques. Et au lieu de ça, la nana se jette dans ses bras et lui roule une énorme galoche. On comprend dans la scène suivante, au moment où Dom débarque, qu'ils ont finalement couché ensemble. Sérieux. J'ai bien compris qu'ils jouaient à « Je t'aime moi non plus » depuis le début. Mais Hawk a atteint un tel niveau de sacré connard qu'il ne méritait aucunement de voir ne serait-ce qu'un bout d'épaule de la belle. Elle est conne ou quoi? Mais quelle icône celle-là! Moi, je la comprends totalement. Hawk, il sent le mal, le vrai. Le mec qui en a vu et qui peut te protéger. Il vit dans les bois, il a peur de rien. Tu te sens rassuré dans ses bras musclés. Go girl, vas-y lâche-toi avec le beau ténébreux. Ok, Marie Kimberley, on n'est pas dans Vikings là. Le type, il vit dans un chalet de 200 mètres carrés. Il joue du violoncelle, il collectionne les œuvres d'art et il va à la pêche. Ce n'est pas Ragnar Lodbrok, mais Gérard en week-end pêche à la truite. En tout cas, Hawk reste un bon gros macho et quand il décide d'aller à la chasse avec son copain Santini, il intime à la femme de rester au chalet pour préparer à manger. Logique ancestrale, homme chassé, femme cuisinée. À son retour, petite désillusion pour Hawk qui s'attendait certainement à se taper un bout de lard en rentrant. Le repas préparé par Gabriel, pas Gabriel. Enfin, il peut aussi se la taper, mais... bon, tu m'as compris. J'ai rien compris. Donc désillusion car Archangel est là. Il a envoyé Gabriel en mission et cerise sur le gâteau, il bouffe le steak de Hawk. De quoi rendre ce dernier passablement nerveux et le pousser à lui foutre son poing dans la gueule. Ouais, Hawk il est comme ça. On ne lui fait pas à l'envers, à envoyer son plan cul en mission à l'autre bout de la planète, à voler ses œuvres d'art et surtout, on ne touche pas à son steak. Hawk, c'est un homme, un bonhomme, un vrai. Mais Hawk reste avant tout un militaire qui aime l'action. Il décide donc de partir en mission pour shipper Airwolf. Et qui sait, peut-être retrouver l'élu de son cœur. Avoue, il est quand même un peu mignon. Oh, comme c'est mignon. C'est parti pour la Libye. En route, on prend enfin le temps d'expliquer à Hawk les contours de sa mission, histoire de faire semblant d'avoir un scénario autre que celui de chasse, pêche et tradition. Il apprend également qu'Angela, l'agent infiltré, est morte. La taupe n'est plus, mais rassure-toi, elle a été remplacée... Par qui te demandes-tu? Eh bien par notre cher Gabriel, bien entendu. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Cette facilité scénaristique me plaît beaucoup, c'est subtil. Un véritable délice cette écriture fine et audacieuse. On est sur du cousu humain. La nana quitte le chalet la veille, la voilà le lendemain agent infiltré en Libye, prête à risquer sa vie et déjà en place devant les méchants. Pas de transition, c'est brutal, un véritable délice ce scénario. Dieu que c'est beau! Cette mission est aussi l'occasion parfaite de nous révéler les talents de danse de Gabriel. Et surtout, soyons honnêtes, de la dénuder un chouïa. Parce que oui, dans l'univers de Supercopter, tous les agents infiltrés ont exactement la même spécialité et couverture. Danser sur de la musique américaine des années 80 dans ce qui ressemble à un salon de thé libyen réservé aux hommes. Logique. Ne me demande pas pourquoi, je transmets simplement l'information telle qu'elle m'apparaît à l'écran. À ce stade, on approche allègrement des 50 minutes d'épisode,
et j'avoue avoir abandonné toute tentative de compréhension. Mon cerveau est posé sur mes genoux, et j'essaie tant bien que mal de compter les trous laissés par les multiples trépanations infligées par toutes ces séries de merde que je regarde pour toi. Oui, pour toi. Ton sacrifice assurera notre survie. Et parce qu'ils avaient clairement du temps à meubler, on se tape une scène de danse beaucoup trop longue. C'est long. Un montage alterné entre Gabriel qui se donne corps et âme sur la piste et le docteur Moffett qui la dévore des yeux en mode « Bonjour, je suis le désannusseur de Tripoli. » Dans la scène suivante, comme par magie, Hawk débarque dans les loges de ce haut lieu de la danse folklorique libyenne. S'ensuit un baiser trop mouillé entre Hawk et Gabriel. Sérieusement, les bruits de bouche étaient de trop. On n'est pas à la radio les gars, inutile de nous faire vivre l'expérience en Dolby Surround, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et là, sans griller égard, Gabriel lâche une info bien sale. Angela a été retrouvée violée et découpée comme bien d'autres femmes avant elle. Attends, pardon ? On regardait pas une série d'actions avec des hélicoptères cool là il y a 30 secondes ? Parce que d'un coup Supercopter décide de se transformer en thriller ultra glauque avec un serial killer ? Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. En mode ambiance cave humide et pulsion sexuelle malsaine ? Les scénaristes, vous vous emballez un peu trop là, non ? On avait déjà compris que le docteur Moffett était un sale type. Pas besoin d'en rajouter. Parce que là, en gros, le mec, il a volé un hélicoptère, enfin, une arme de guerre ultra puissante, il a traversé la planète juste pour venir en plein milieu de l'Afrique du Nord et faire affaire avec des terroristes. Tout ça pour s'adonner tranquillement à ces exactions d'abjectes petites merdes sans couilles. Un peu tarabiscoté comme plan, ou alors grandement machiavélique. En tout cas, pour une fois, je suis entièrement d'accord avec Gabriel, qui résume parfaitement la situation avec une proposition simple, efficace, presque humaniste. Je lui couperai les couilles, fais-moi confiance. Voilà, c'est clair, net et précis. Une fois Hawk sorti du club, il retrouve Santini. Et là, nouvelle rupture de ton. Parce qu'apparemment, les scénaristes ont décidé de tester jusqu'où le spectateur peut encaisser sans éteindre sa télévision. On se retrouve dans une scène où nos deux compères se planquent de la police locale. Jusque-là, tout va bien. Sauf que la mise en scène décide soudainement d'alterner les plans entre Hawk et Dom en pleine discussion et deux dromadaires en train de manger. Alors, si le but était de faire croire que la conversation est tenue par les dromadaires, eh bien c'est raté, c'est complètement nul, et surtout, pourquoi ? Quel est le message ? Quelle est l'intention artistique derrière ce montage ? Qu'est-ce que vous essayez de nous dire sérieusement ? Et là, impossible de ne pas imaginer ce moment lors des réunions d'écriture du scénario. Bon, t'es bien mignon, John Roger, avec tes histoires de violeurs dans le désert, mais là, tu nous fous le moral dans les chaussettes. Mais John Michael, c'est toi qui voulais rendre le méchant encore plus méchant. Et surtout, tu voulais voir Gabriel danser à moitié dénudé. C'était bien comme idée, non ? Ouais, c'était cool, j'aime quand ça sent le sexe et la tourmente. Mais là, il faut que le spectateur en ait pour son argent. De l'action, de l'érotisme, du macabre, et maintenant, de la comédie loufoque. Quoi ? Mais tu ne crois pas qu'on va perdre le spectateur à varier autant les genres ? Mais non, crétin, il faut casser les codes, il faut plaire à tout le monde. Je ne sais pas... Tiens, si, mais des animaux, des dromadaires. Oui, voilà, des dromadaires. Et on fait comme si Hawk et Dom discutaient, mais la caméra passe de eux aux dromadaires. Comme ça, on a l'impression que ce sont les dromadaires qui parlent. C'est hyper fun, non ? Quoi ? Mais c'est n'importe quoi. T'es sûr de ton idée ? Mais ouais, c'est génial, je suis génial. Allez, écris-moi tout ça pendant que je réfléchis à la prochaine scène. Tiens, d'ailleurs, j'ai une piste. On pourrait avoir un sosie libyen du président François Mitterrand, et Hawk irait pêcher avec lui, et là il tomberait sur une pute borgne nazie qui pratique le vaudou. Ah ouais, c'est bon ça ! Bon, tu l'auras compris, les scénaristes enfilent les scènes comme un gamin enfile les nouilles pour un collier pour la fête des mères. C'est moche, ça vieillit mal, mais bizarrement, il y a comme une satisfaction du devoir fait, car on aime sa maman. Retour à la réalité brutale, avec une Gabrielle aux prises avec le docteur Moffett, paumé en plein désert. Fini la danse suave exotique sur fond musical dopé aux années 80 et terminé la tension sexuelle à 2 balles avec Hawk. Place à la dure réalité avec un méchant bien dégueulasse et une victime qui a clairement tiré la mauvaise carte au jeu de la vie. Tout est possible, tout réalisable, c'est le jeu de la vie. Pendant ce temps, Santini et Hawk s'infiltrent tranquillou dans le repère de Moffett et de sa clique de vilains. Il aura donc fallu attendre les 10 dernières minutes pour avoir enfin ce qu'on est venu voir depuis le début, de l'action.
Nos deux compères déglinguent les bad guys, récupèrent sans trop transpirer le fameux Airwolf, et là, enfin, les nappes de synthé s'emballent. On découvre alors tout le potentiel létal de l'engin. Il tue des hommes, il pulvérise des véhicules blindés, il encaisse absolument tout. On y est, Supercopter est là. L'hélicoptère s'envole tel un magnifique oiseau blindé, déchirant le ciel à coups de missiles et de patriotisme, direction Gabriel. Vas-y Hawk, t'es un champion, sauve ta belle. Bravo Coco, t'es un champion. Eh bien non, malheureusement Gabriel meurt. Elle ne connaîtra donc jamais le bonheur de vivre dans un chalet de 200 mètres carrés, de préparer des petits plats pour son gentil mari pendant qu'il joue du violoncelle aux truites du lac. Non, Gabriel nous a quittés. Putain de John Michael, t'es impitoyable. L'épisode se conclut sur une course-poursuite finale entre le Dr Moffat et Airwolf, toujours piloté par Hawk et Santini. Sur cette musique culte de notre enfance, Supercopter dévoile l'intégralité de ses capacités destructrices. Il dézingue toute l'armée libyenne, c'est le festival. Bref, ça pète de partout, et franchement, ça fait plaisir. Ça je peux vous dire que ça fait plaisir. Malheureusement pour le Dr Moffat, l'issue est fatale. Hawk n'a aucune pitié. Et sur cette vengeance assouvie, entre patriotisme, synthé et missile, s'achève l'épisode. Supercopter a gagné. Alors est-ce que ça valait le coup de revoir le pilote de Supercopter ? On ne va pas tourner autour du pot. Revoir ce pilote s'est avéré être une véritable corvée. Je n'y ai pris aucun plaisir. J'en veux pour preuve que pour préparer certains de ces podcasts, je regarde l'épisode concerné au moins 2 fois. Et quand c'est vraiment mauvais, je me contente de revoir quelques scènes spécifiques qui méritent malgré tout un minimum d'attention. Eh bien ici, soyons clairs, j'ai regardé l'épisode une seule fois. Et il n'y avait pas moyen que je revienne sur certaines scènes. De toute façon, il n'y en avait pas besoin, tant la série est creuse et n'a strictement rien à raconter. Donc, à l'inévitable question « est-ce que je vais poursuivre mon visionnage de la série ?», la réponse est non. Je préfère m'introduire des grains de café dans le rectum plutôt que de revoir ce gros con de Hawk. Ah quand même. Alors, est-ce qu'il y avait des aspects positifs ? Autant pour Gilmore Girls, le dernier épisode en date que j'avais fait, les points positifs étaient légion. Autant là, je peine à t'en trouver ne serait-ce qu'un seul. Quand on cherche, on trouve. Allez, ici, j'en ai 2. Pour une production du début des années 80, je trouve que les scènes d'action ne sont pas trop cheap. On sent qu'il devait y avoir un petit budget explosion, et c'est déjà pas mal. Le deuxième point, ce serait la musique. Le thème de Supercopter est clairement hyper culte. Si tu aimes les années 80, le synthé omniprésent et les nappes sonores qui te massent le cerveau, la série coche effectivement toutes les cases. En ce qui concerne les aspects négatifs, là, en revanche, il y a du monde. Je ne vais pas tous les lister parce qu'on a évoqué la plupart d'entre eux tout au long de ce visionnage douloureux que tu viens de subir avec moi. Mais s'il fallait n'en retenir que 3, je dirais le scénario, le méchant et le héros. Tout d'abord, le scénario. Franchement, ce premier épisode est pénible à suivre. C'est long et mal rythmé. Je pense qu'en format 20-30 minutes, c'était largement faisable. Là, on tire sur la corde jusqu'à l'ennui. Je m'emmerde, moi. En ce qui concerne le méchant de l'épisode, le Dr Moffat est sans doute le plus vil des personnages de fiction créés jusqu'à ce jour. Le mec coche toutes les cases. Ses motivations sont plus ou moins claires, mais ce qui est certain, c'est qu'il a une dent contre tout. Gouvernement américain, femmes, libyens, etc. Donc un méchant, finalement, écrit à la truelle, sans aucune finesse. Il coche toutes les cases, et puis c'est tout. C'était peut-être plus simple à écrire, finalement. Et pour terminer, notre héros. Hawk est du même acabit que Chase dans Manimal. Le mâle alpha caricatural qui se regarde le nombril, joue au beau gosse torturé et traite les femmes un peu comme des jouets. Certes, c'était une autre époque, les années 80, mais un peu tenu gros bof. Et puis Hawk, c'est aussi le bingo du héros parfait. À l'instar du bad guy de l'épisode qui cumulait les clichés du méchant, notre héros ne démérite pas à côté trait du héros parfait. Beau gosse, intelligent, sportif, cultivé, musicien de talent, séducteur, bref, le type sait tout faire. Mais j'en suis sûr, il a une faille, outre son côté misogyne évidemment. C'est certain qu'il a un défaut, personne n'est parfait. Oui, c'est ça, j'ai trouvé. Il a un souci d'hygiène. Le mec pue, c'est évident. Il pue de la bite, que veux-tu ? Vous demande pardon ? Pour conclure, voir cet épisode pilote de Supercopter a été une plaie. C'est mauvais, je me suis fait chier, bien que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire sur celui-ci. Bizarre. Est-ce que mon côté sadomaso ressort à travers ce genre d'analyse ? Probablement.
Cet épisode entièrement consacré au pilote de Supercopter s'achève ici. J'espère que tu as pris du plaisir à revivre avec moi ce premier épisode de cette série culte des années 80. Je t'invite à venir me partager ton amour pour la série ou ta haine pour celle-ci sur les réseaux Instagram, TikTok et Facebook. Tu peux aussi retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-série. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode avec une nouvelle série dont on va décortiquer ensemble le pilote. D'ici là, profite de la vie, méfie-toi des pêcheurs violoncellistes et bisous.